Bonsoir à tous. Je suis ravie de recevoir pour ce premier rendez-vous graphique de la saison le studio Syndicat qui a été créé en 2012 par Sacha Léopold et François Avegère. Pour ce rendez-vous, ils ont choisi la formule de la réunion de travail dans laquelle ils vont vous présenter des projets réalisés déjà depuis 2012, mais surtout des projets initiés et en cours de devenir. Ils vont aussi bien présenter des projets issus de la commande que des projets dans lesquels ils prennent une posture plus de critique à travers le commissariat d'exposition ou l'édition d'ouvrages et d'autres projets. Voilà, donc c'est aussi ce qu'il me disait en off, un appel à participation, donc voilà. Je leur laisse la parole. Merci Chantal, bonsoir à tous. Bon, tu as plutôt bien résumé, on n'a plus grand chose à dire. Merci Amélie. Chantal, pardon. Bon, ça arrive. Ça arrive. J'espère que ce sera la seule erreur de la conférence. On peut encore se tromper. On a 225 images à vous montrer. Du coup, on va essayer d'être un peu concis et précis. Puisque, selon Thierry Chancogne, qui n'est pas là, qui préfère le lancement à la bibliothèque Kandinsky ce soir, précision et concision sont les mamelles de la communication. Donc, je suis Sacha Léopold, c'est François Avegère, et la moitié qui est sur l'écran et qui est dans le coin, c'est Kevin Artaud, qui nous assiste aussi depuis cette année. On évolue sur différents types de travaux, en collaboration avec des artistes, des centres d'art, des institutions culturelles, sur des projets qui tentent d'être intelligents, qu'on exige d'être intelligents, en tout cas curieux, et qui prennent compte de leur position, de leur contexte, de la raison d'éditer, de la raison d'imprimer des choses, et notamment de la raison de leur contenu. Choses sur lesquelles on essaye de rebondir intelligemment ou non. On a commencé en 2012, suite à une résidence qui s'appelait La Grande Ourse, et on a mené différents types de projets imprimés, de projets d'identité, de projets aussi de commissariat d'exposition et de collaboration autour d'expositions avec différents artistes. On a lancé tout récemment notre maison d'édition après avoir confondé avec Thierry Chancogne, entre autres, la maison Tombolo Presse, pour laquelle on a dessiné pas mal d'ouvrages. On va commencer par une partie qui s'intéresse en général aux supports imprimés et aux objets de communication qu'on a pu construire avec différents lieux et différentes structures. On a dessiné il y a 2 ans l'identité de la Villa du Parc. Villa du Parc qui est située à Annemasse, c'est un centre d'art. Annemasse, évidemment peu de personnes connaissent, c'est situé juste en face de la Suisse. L'idée étant, la Suisse étant définie typographiquement par l'Helvetica, on s'est dit pourquoi pas utiliser de l'Helvetica, mais qui ne serait pas d'Helvetica, en tout cas sa petite sœur médiocre. On a utilisé de l'Arial qu'on a redessiné. Donc l'ensemble de l'identité de la Villa du Parc tente de ne pas utiliser de capitale et est dessiné en Arial, ce qui fait évidemment rêver tous nos amis suisses. Cette identité n'a pas de logotype non plus. Étant donné que c'est un centre d'art qui est, les affiches et les objets de communication sont diffusés essentiellement dans la ville d'Annemasse, on n'avait pas besoin d'identifier le centre d'art n'avait pas besoin d'être identifié avec un logotype. Donc l'identité se base uniquement sur un choix typographique qui est l'Arial un peu modifié et des bandes colorées qui viennent diviser le format en 3, soit dans la hauteur, soit dans la largeur, comme on peut le voir ici sur les affiches de saison. En ce qui concerne l'iconographie, on a souvent l'habitude de recevoir des images en nous disant c'est le visuel de l'exposition, c'est la meilleure image de l'expo ou c'est l'artiste qu'il faut montrer. On a refusé ce principe-là en disant envoyez-nous des images, on recadrera dedans des parties qui nous intéressent afin de composer des images intéressantes, puisque l'affiche n'est pas un support d'exposition mais un support de communication. Il a le droit d'avoir son autonomie visuelle et de se composer avec les éléments textuels qui l'animent. Et c'est d'autant plus compliqué de choisir un visuel pour une exposition collective parce que ça met en avant plus un artiste plus qu'un autre et c'est toujours un peu délicat politiquement en tout cas.
On a aussi produit des ouvrages avec la Villa du Parc. On est en train d'en produire un second dont on parlera un peu plus tard. Ici, c'était le catalogue qui revenait sur la première année où Garance Chabert était la directrice. Donc ici, c'est le premier centre d'art dont on s'est occupé. Initialement, on avait travaillé sur ce projet à 3 avec Thibaut Robin, qui nous a laissé depuis. Mais donc, à l'époque, on a commencé à composer l'identité. Le centre d'art, donc le CIRVA, n'avait pas de site internet et c'est le seul centre d'art en France qui n'a pas de lieu d'exposition, qui est uniquement un lieu de production. Et donc ça reste un endroit assez mystérieux. Et du coup, on a profité de tous les objets de communication et de diffusion du CIRVA, qui sont le papier en tête, les cartes de visite, les cartes de correspondance et les enveloppes, pour diffuser et montrer la production du CIRVA par 3 types d'images qui sont des vues d'atelier, donc du travail, des reproductions d'œuvres et des vues d'exposition, parce que la plupart des œuvres du CIRVA, même la totalité des œuvres du CIRVA, ont vocation à être exposées par la suite. Je fais un petit aparté à la suite du CIRVA. Plusieurs choses qu'on ne vous a pas expliquées, notamment l'objet de cette conférence, en tout cas pas précisé. Réunion de travail veut dire on a besoin de travail. On ne fait pas de hiérarchie dans les projets qu'on fait. Tous nos travaux sont alimentaires, mais il n'y a pas de hiérarchie économique, c'est-à-dire qu'on ne cache aucun projet qu'on fait pour faire rentrer de l'argent. Chaque projet doit faire rentrer de l'argent. Évidemment, dans la culture, chaque projet en fait rentrer très peu. Donc ce soir, on a aussi besoin de travailler. C'est pour ça qu'on vous montre nos productions, mais aussi des productions ou des intentions que l'on a envie de lancer au dialogue. De lancer au dialogue veut dire d'une part trouver de l'argent, de deux trouver des intelligences scientifiques pour animer des projets, trouver des lieux, trouver des partenaires. Donc certes, beaucoup des projets qu'on va vous montrer sont des projets réalisés, mais certains autres sont des ouvertures et des débuts de discussion en tout cas. Ici, une image que l'on avait fait pour une exposition qui s'appelle Les Référents à l'École des Beaux-Arts de Gennevilliers, qui permettait aux étudiants de rencontrer un ensemble de référents. Les référents à l'époque en 2010, les référents potentiels de 2020 et les artistes référents de 2010 auxquels on demandait quels étaient les artistes qui les animaient dans les années 2000. Une liste d'artistes du coup assez énorme pour une toute petite école qui est une prépa aux écoles d'art. Étant donné cette liste d'artistes, notre culture à l'époque est toujours assez modeste de l'art contemporain. On a décidé de chercher chez les deux commissaires un ensemble de ressources visuelles, aussi textuelles pour découvrir un petit peu le contenu. Il s'agit juste de ce qu'on a découvert dans leur bibliothèque autour des artistes présentés. Ici, la fiche de l'exposition Grappus, en tout cas au moins écrite Rapus, qui était montrée à l'École des Beaux-Arts d'Amiens. Il s'agissait d'un workshop que l'on avait mené avec nos étudiants afin de réanimer, de reproduire des travaux de Grappus en vue de les exposer. Évidemment, exposer le travail de Grappus, c'est pas une chose évidente. De ce fait, on a préféré travailler sur la question de reproduction de ces travaux. Mais on y reviendra un peu plus en détail par la suite. Okay. Donc ici, c'est une affiche. Non, mais c'est bon, coupe-moi, vas-y, c'est bien. Ouais, tu pouvais finir, mais après ça, c'était plus intéressant d'en parler devant l'image, enfin devant la vue d'exposition. Donc ici, c'est une affiche pour Arnaud Labelle-Rojoux, qui faisait une conférence performance lors de la FIAC de l'année dernière. Donc ça a été la première rencontre avec Arnaud, qui a ensuite mené sur la conception de son catalogue monographique. Qui lui met en lien, en fait, on a mis les deux projets à côté, puisque Arnaud Labelle-Rojoux travaille énormément sur l'histoire des images, l'histoire des situations, l'histoire des textes. Et la citation, et alimente une grande collection de documents, chose qu'on utilisait dans son poster, en utilisant seulement des marges des documents qu'il allait citer et des artistes, en tout cas de personnes qu'il considérait comme artistes qu'il allait citer dans sa performance. Et son catalogue, de la même manière, met en scène différentes vues d'exposition, de reproduction de son travail, avec ces images de collection qui interviennent en fond, en noir. Donc ici, c'est un catalogue réalisé pour le scriptorial d'Avranches.
L'une des spécificités les plus intéressantes, à notre avis là-dessus, c'est qu'on avait des grosses contraintes techniques, et pour pallier à ces contraintes techniques et avoir un objet un peu plus épais, on a simplement coupé un format A4 en deux, mais dans la hauteur. Ça ne nous a pas fait un format A5, mais un A4 en deux, en fait, tout simplement. L'idée la contrainte était technique, mais aussi économique. Il s'agissait d'établir un catalogue d'une collection d'une centaine d'ouvrages qui venaient d'être acquis par le scriptorial. Et afin de pouvoir imprimer un objet digne de ce nom qui puisse s'appeler un livre, on a décidé de le rendre plus épais, de le rendre plus étonnant par son format étroit. Donc ici, c'est la monographie de Fouad Bouchoucha, qui est un artiste marseillais. On a tenté avec lui quelque chose aussi en rapport avec son travail, où il a fait des éliges de jardin, des éliges de jardin, pardon, où il a fait produire une élige au Maghreb et une élige par une entreprise française. Et il comparait pas tellement, il mettait simplement l'un à côté de l'autre les deux éliges, l'une avec des qualités qui sont techniques hyper précises, et l'autre qui a une certaine qualité avec le craquelage de la cuisson de la céramique. Et ici, il était question d'essayer de comparer, encore une fois, deux qualités physiques du matériau, ici le matériau papier et les qualités d'impression. Le catalogue faisait 2 fois 64 pages, donc 128 pages. 64 pages en français, 64 pages en anglais. Les deux parties traitent des mêmes pièces avec 2 vues d'expo différentes à chaque partie. Mais la première partie en français est imprimée en France, la deuxième partie en anglais est imprimée en Lituanie. La partie française est envoyée en Lituanie, l'ensemble du catalogue est façonné en Lituanie et renvoyé en France. Pour témoigner de tout ça, on a juste 2 doubles pages, le cahier central et la première et la deuxième de couve, qui nous permettent de comparer les qualités d'impression des 2 imprimeurs, sachant que l'imprimeur lituanien imprime plus magenta que l'imprimeur français. Et que le vernis de l'imprimeur lituanien est beaucoup plus brillant que celui du français, mais peut-être qu'il vieillira mal, on saura plus tard. Ici, c'est un catalogue qui revient sur les travaux de mémoire d'étudiantes de l'école du Louvre, plus une exposition de ces documents qui ont servi à alimenter les travaux de mémoire des étudiants de l'école du Louvre, dont le master s'intéressait à la photographie d'exposition. Afin de mettre en place cette exposition et cette publication, on a eu une journée de workshop à la bibliothèque Kandinsky pour regarder les documents, mais du coup aussi pour les numériser. Lieu assez difficile, la bibliothèque Kandinsky, pour numériser des documents. De ce fait, on s'est intéressé à employer 3 types d'outils de numérisation en fonction des types de documents. Le premier, un scanner à main, le deuxième, un banc de reproduction, et le troisième, un appareil photo pour tout ce qui était partie diapo. Et chaque technique de captation numérique était propre à un type de support, c'est-à-dire les livres reliés avaient le scanner à main, l'appareil photo pour les diapositives, ce qui permet aussi, parce que c'était de ça dont il était question dans l'exposition, du parcours des images et comment une même photographie peut devenir à un moment donné un carton d'invitation, une vue d'une performance ou aussi une photographie du photographe. Ici, un exemple avec un travail de Pina Bausch reproduit sur un poster, mais aussi reproduit dans un catalogue de photographie comme œuvre du photographe. Donc ici, c'est le catalogue de la promotion 2013 de la Villa Arson à Nice. Donc on a été invité par Céline. Par Céline chez Alviel. Donc on était face à une liste de, je ne sais plus combien, une vingtaine de textes assez courts sur chaque étudiant, en français et en anglais. La particularité de ces textes, c'est que c'est assez compliqué, même si c'est Stéphane Correa qui les a faits et qui est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire sur des jeunes artistes, en rencontrant
en une demi-journée un jeune artiste d'écrire un texte réellement intéressant et propre au travail de jeune artiste. Ça permet surtout de valider l'accès au monde de l'art à ces jeunes diplômés et de manière formelle afin de répondre à cette première commande qui était le dessin d'un site internet. On a proposé de de dessiner un objet imprimable en ligne via une plateforme qui s'appelle Blurb. Donc on voulait rester dans l'idée d'un objet imprimé qui puisse à un moment se transmettre et rester en termes physiques. Et deuxièmement, les textes permettaient de soutenir, on le voit physiquement dans la deuxième partie, soutenir les images. Évidemment, pour revenir sur la critique d'un étudiant, les textes étaient tous lisibles, aucun d'eux n'était vraiment caché. La troisième partie consistait plutôt à montrer une autre forme du travail des étudiants. Ici, par exemple, c'était une performance, une œuvre qui était active lors du passage du visiteur, du spectateur, de la personne qui passait à côté, et qui activait via des capteurs électriques. Et l'étudiant en question nous a fait comprendre en fait qu'une photographie rendait rien et ne rendait pas la sensation ni son travail, mais qu'un schéma électrique, pour quelqu'un qui connaît l'électricité, en rendra beaucoup mieux compte et beaucoup plus fidèlement. Ici, un projet réalisé il y a 2 ans avec l'artiste Rémi Groussin. On nous a proposé, on avait 27 ans, de faire la première monographie d'un jeune artiste qui avait 27 ans, qui sortait à peine de l'école, pour un budget qui nous permettait d'imprimer en France à peu près 64 pages, à 4 couleurs. L'idée de la monographie d'un artiste à 27 ans qui a à peine bossé et qui a un budget pour faire 64 pages nous intéressait beaucoup. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget de 64 pages ? Pourquoi on ne ferait pas un livre plus gros ? Du coup, on propose, plutôt que d'imprimer ce catalogue en France, de l'imprimer en Lituanie. Les imprimeurs lituaniens nous proposent de faire 164 pages. On s'est dit, ouais, c'est génial, cet objet va être énorme, en tout cas à minima. On utilise un papier bouffant avec une grosse main, l'objet devient encore plus grand. Sauf on que utilise du cuir pour la couverture, un scan, parce qu'on n'avait pas non plus trop de budget. Et au final, on se rend compte que remplir 164 pages à 27 ans, c'est complètement impossible, à part délayer complètement le contenu. De fait, on propose un ensemble de doubles pages blanches qui viennent rythmer l'ouvrage, et ça devient un espace à remplir pour le travail de Rémi. Donc ici, c'est une soirée Villa Arson. Ouais. On part de la Villa Arson toute la soirée. Coucou Céline. Donc c'est un livre qui accompagne l'exposition d'Eva Barthaud à la Villa Arson à Nice qui a eu lieu juste avant l'été et durant l'été. C'est le premier livre de sa toute jeune maison d'édition Buttonwood Press, qui a la particularité de laisser la page la plus importante aux financeurs du livre. Et donc ici, c'était un objet financé par la Villa Arson. C'est pourquoi il a sa place tout seul en couverture pour le mettre en valeur. Et donc c'est un livre qui relate la quête de pouvoir de Pierre-Joseph Arson et sa ruine face à l'alchimiste et mathématicien je l'ai noté parce que c'est un peu compliqué, Onevrunsky, et qui se base à partir de recoupages de documents qui ont été scannés soit par Google Books ou par d'autres organismes de scan de livres en ligne. On a aussi conçu à la bibliothèque Kandinsky les 2 documents restituant l'université d'été, les 2 premiers documents puisqu'on n'y est plus invité, les 2 premiers documents restituant l'université d'été, la première revenant sur l'exposition Magicien de la Terre, exposition phare de l'art contemporain puisque c'était la première exposition qui mélangeait de l'art occidental et de l'art non occidental. De l'art parfois fait par des Noirs, par des Africains, des Indiens, des choses comme ça, choses un peu terrifiantes. Une exposition donc qui avait fait date. Il y a eu il y a 3 ans une exposition qui revenait sur cette exposition. Mais encore une fois, on va revenir dessus un peu plus tard. La deuxième expérience l'année dernière revenait sur un sujet lui aussi délicat à traiter, qui était la spoliation des œuvres d'art par les nazis pendant la Seconde Guerre.
Ici, on a plutôt travaillé sur un index, sur des possibilités d'entrée autour de ces notions. Et Jackie Chan en étant une. Ici, c'est un petit document qui accompagne une exposition sur la collection de Colette Tornier. Donc cette exposition a eu lieu à la galerie de l'ESAD de Grenoble. Non, mais tu peux continuer, hein, je t'écoute, moi je suis bien. Non, mais je sais plus trop ce que je voulais dire là-dessus. Non, ce qui nous paraissait intéressant dans ce petit document, c'est un document imprimé en ligne pour la somme modique de 600 €, je crois, pour faire 32 pages. Et on se pose souvent la question, en tout cas les lieux avec lesquels on travaille se posent souvent la question de faire un document de médiation, de faire un document de salle, de faire un document potentiellement qui va rester dans le temps ou un catalogue. De faire des cartels. De faire aussi des cartels. L'idée ici étant de faire les vues d'expo avant l'expo, de tout imprimer, de mettre les titres au-dessus des images, de pouvoir circuler dans le lieu, de voir un texte, et ce document peut rester avant, pendant et après l'exposition pour la somme modique de 600 €. Impression uniquement. Impression uniquement. Évidemment, on s'en est mis plein les poches, comme vous pouvez le comprendre, pour tout ça. Ici, c'est une revue dont on s'occupe depuis 1 an et demi maintenant, et dont le numéro 3 ne devrait pas tarder à sortir. En tout cas, il est à l'impression. C'est une revue qui s'intéresse aux pratiques amateurs en général. Ça peut aller de la collection de photographies anciennes amateurs jusqu'à un album photo, en passant par le travail de Thomas Mailander qui est assez proche de ces questions-là en tout cas. Thomas Mailander qui demande à des petits magasins sur Internet de personnaliser des coquilles d'huîtres. On a aussi des articles sur des gens qui collectionnent des petites cuillères, sur des gens qui font des associations fans de palmiers, des choses très différentes, des sujets toujours très, très intéressants. Alors on va aborder une deuxième partie. Qui est celle des expositions auxquelles on s'est confronté, dans lesquelles on a collaboré et qu'on a aussi dessiné. La première exposition est celle dont on parlait tout à l'heure. On ne se souvient que des photographies qui, à Béton Salon, montraient les documents originaux qui nourrissaient les mémoires des étudiantes de l'école du Louvre. Donc on nous a demandé de faire la scénographie de l'exposition, mais en nous expliquant qu'il n'y avait pas du tout de budget. Mais vraiment pas du tout. Du coup, on s'est dit qu'on allait réécrire. Je reviens, je te coupe, François. Il y avait 100 € de possibilité d'achat à Leroy Merlin. Du coup, ils ont acheté 25 plaques de verre. Tu mens? C'est vrai. J'ai rien dit. Et du coup, on a réutilisé d'anciens supports, d'anciennes planches de bois, d'anciennes petites tables qui ont servi à des précédentes expositions. Étant donné qu'il n'y avait même pas de tréteaux, on les a mis par terre. Non, on préférait les mettre par terre comme un chemin de fer déroulé de ces mémoires. La seule chose acquise était ces plaques de verre qui venaient juste être posées sur les documents, eux-mêmes posées sur les planches de bois, elles-mêmes posées sur le sol. Ce qui a été assez difficile à faire entendre aux conservateurs de la bibliothèque Kandinsky. Peut-être pour ça qu'ils ne nous invitent plus maintenant. Possible. Donc ici, on a été invité par Marie Bechtoile à mettre en espace ce qui pourrait être la monographie d'une artiste qui s'appelle Juliana Zefferi. Et donc on a choisi de tout imprimer sur des rideaux. C'était un espace assez petit qui est la galerie In Extenso à Clermont-Ferrand. Et l'idée était d'avoir un parallèle entre la manipulation et l'espace des pages, l'espace des pages déployées, l'espace des pages mobiles, les questions de lecture, mais aussi les questions de sculpture, puisque le travail de Juliana Zefferi est un travail numérique et dans l'espace en volume, qui croise toujours ces deux notions. Et on trouvait que cette possibilité formelle amenée par les rideaux la mettait plutôt en avant. Et c'est une artiste qui a aussi l'habitude de revenir sur son travail d'exposition en exposition, de réutiliser ses précédents matériaux. On en parlait tout à l'heure, la rétrospective de l'exposition Magicien de la Terre, à laquelle on a contribué avec l'artiste Sarkis à l'élaboration d'une grande frise d'une 50aine de mètres sur 5 mètres de haut qui entourait l'ensemble de l'exposition. Il était question d'y accrocher des images, aussi de les éditer, mais surtout de pouvoir les légender. On reviendra après sur ce légendage qui est réalisé grâce à une petite imprimante jet d'encre portative qui nous permet d'imprimer sur 12 mm de haut, mais sur aussi 7 mètres de long si l'on veut.
Deuxième exemple. Pardon. Non, j'allais parler de la typographie, mais on en parlera après. Oui. Deuxième exemple d'utilisation de signalétique, encore une fois à la Villa Arson, pour une exposition qui s'appelait Bricologie. On aime beaucoup cette petite machine, donc on aime beaucoup en parler. Coucou Céline. Ici, la première exposition dont on a réalisé le commissariat, qui s'appelait Monosucuri, forme d'impression, qui s'intéressait à montrer une sélection de travaux de graphistes internationaux, tous emblématiques de la technique d'impression qu'ils utilisaient. C'est une exposition qui a été coproduite avec différentes écoles d'art et différentes institutions, le tout porté par Chaumont à l'époque avec Étienne Hervy, qui a circulé du coup, qu'on n'avait pas imaginé circuler à la base, et dont le format et le dessin des tables réalisé avec Lionel Diniz Salazar citait le banc que l'on regarde à la sortie des machines offset, qui est un plan incliné qui nous permet de consulter si le document est bien ou pas imprimé. De contrôler la trame et le recouvrement des plaques. Cette exposition a circulé donc dans 6 lieux et étant donné qu'on n'avait pas du tout prévu de la faire circuler, le mobilier évidemment au bout de 6 lieux était très fatigué. On nous a proposé de la montrer dans d'autres lieux et on a refusé en proposant de produire une deuxième exposition qui, celle-ci, s'intéresserait à proposer une centaine d'ouvrages, tous emblématiques et regardant les matériaux du livre, les questions de reliure, de façonnage, de papier, de séquence, de sculpture aussi. Et on avait une centaine d'ouvrages aux 90% consultables dans une exposition qui, elle, était pensée pour être itinérante puisqu'elle était constituée de modules, tous normés, tous empilables dans des caisses et avec une circulation beaucoup plus évidente. Encore une fois, cette exposition a été coproduite par plusieurs écoles d'art et soutenue par Chaumont. Donc, parmi les écoles d'art, il y avait l'école d'art de Cambrai, de Besançon, Valence et Amiens, et aussi la bibliothèque universitaire du Havre. Et François travaille de temps en temps. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est pour l'instant le titre de travail de notre prochaine exposition que l'on compte mener avec Quentin Schmerber. Ne nous demandez pas pourquoi tous les trois, on ne sait pas. Qui s'intéresserait dans la veine de Monosucuri à regarder, analyser les petits objets imprimés. Les objets qui font peu souvent l'objet d'expositions puisque ils sont peu conservés. On conserve rarement un flyer, hormis les vrais collectionneurs de flyers. Et l'idée est de pouvoir proposer, on ne sait pas pour l'instant en termes de nombre, mais on dira un bon millier de documents dans un espace d'exposition. Chacun avec une histoire à raconter sur le type d'objet. Par exemple, ici, il s'agit de marque-pages réalisés par Alexandre Baljou et Olivier Lebrun pour les éditions Tombolo Presse, qui reprend les... Qui utilisent les moyens d'impression pour imprimer des bouquets de fleurs, les petits bandeaux que vous voyez toujours imprimés sur les bouquets de fleurs, à mon papa, ma maman, etc. Bonne fête papa, bonne fête maman. Ici reçoivent des poèmes dessus. Ici, c'est le catalogue général des éditions 100 pages, qui a la particularité d'avoir été imprimé en même temps qu'un livre du catalogue des éditions 100 pages, mais en perruque de celui-ci. Et donc, en fait, il faut imaginer que le livre fait exactement la même longueur que le catalogue, mais plus haut. En fait, ils se sont servis. On coupe un morceau du catalogue une fois façonné. Ici, on cite un calendrier. Ici, ce sont des écussons, mais aussi des cartes de vœux qui maintenant deviennent des écussons qui sont sur des sacs et des vêtements. Ici, c'est l'épaisseur du carton d'invitation qui est intéressante. Ici, l'histoire est que le directeur du Stedelijk, à l'époque, acceptait que ce petit document soit déchirable. Il y avait des prédécoupes dessus. Et le nouveau directeur arrivant, il s'est dit, oui, c'est compliqué et c'est cher. Pourquoi on ferait pas le même mais sans la découpe? Du coup, ils font le même sans la découpe et c'est beaucoup moins bien. Ici, c'est 2 histoires de plis différents dans un même format fait pour l'identité du Macval par Spassky Fischer. Ici, c'est la collection des typographies dessinées par M&M utilisées pour la communication du consortium à Dijon. Avec à chaque fois des impressions gonflantes particulières. Ici, c'est les flyers réalisés par Edfella pour différentes manifestations, toujours sur des formats A3 avec des papiers colorés en impression noir et blanc. Et signés. Et signé aussi.
Donc l'idée, on vous a mis des couleurs aussi. L'idée particulière, c'est que les couleurs bleues annoncent des projets qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, on cherche des coproducteurs, on cherche évidemment par coproducteurs des financements, mais aussi des lieux d'accueil et des discussions pour pouvoir mettre en place et mettre en œuvre cette exposition. On a procédé à peu près de la même manière pour les expositions Monozucuri, et on profite de cette conférence pour pouvoir aussi l'enregistrer, pouvoir la diffuser par la suite. La pédagogie, dur sujet. On a enseigné à Cambrai, à Besançon, à Amiens. On a fait beaucoup de workshops en France, à l'étranger, avec des publics très différents, des enfants, des adultes, des publics, des détenus fous, des détenus pédophiles, des détenus meurtriers, des étudiants graphisme qui étaient mauvais, des étudiants graphisme qui étaient très bons. Des CP versaillais. Des CP à Versailles aussi. Dans des imprimeries, dans des écoles, donc dans des prisons, à la campagne, etc. Ici, un workshop qu'on a mené dans 3 lieux différents, qui s'intéressait à revenir sur le travail de Joost Grootens, qui produit il y a 6 ans un livre qui s'appelle I Swear I Use Notar at All, qui propose juste de rendre compte de la recette et des ingrédients, des ingrédients qui composent ces ouvrages, sans montrer aucune reproduction de ces ouvrages. Donc en partant des ingrédients de ces ouvrages, typographie, papier, format, grille, etc., on y injectait des contenus différents. Ici, un workshop à Rennes en imprimerie qui permettait, chez les compagnons du Sagittaire à l'époque, avant que ça devienne média graphique, qui permettait d'éprouver les limites techniques des machines d'imprimerie par la production de 3 posters où l'imprimerie nous était dédiée pendant une demi-journée. Ici, une tentative de film... Non, tu parleras plus, c'est fini, je parle tout le temps. Ici, une tentative de film élaborée à Nancy avec Étienne Hervy et Aurélien Maule, qui amorce un projet dont on parlera tout à l'heure. On souhaitait établir des projets vidéo thématiques et propres à certains sujets. En l'occurrence ici, une affiche faite par l'atelier de création graphique pour le Secours populaire, affiche qui a fait polémique puisqu'elle a été retirée, elle a eu un procès. Le Secours populaire a dû payer des milliers d'euros aux ayants droit des personnes du couple qui est en bas à gauche de l'affiche. Le projet n'étant pas là, ça nous permettait, ce projet vidéo, de s'intéresser à l'ensemble des producteurs de cette image, aussi bien en tant que graphisme, en tant que photographie, en tant que format et en tant que typographie. Donc il y avait toute une articulation, une arrivée ici, le travail photographique de Bettina Reims montré dans un ouvrage, le tout posé sur la colombe. C'est un peu le point de départ d'une envie et dont on va vous expliquer plus tard, qui est de faire une revue sur le graphisme. Donc ici, c'est les fameux, 3 images des fameux workshops en maison d'arrêt. Donc l'image de gauche est à la maison d'arrêt de Chaumont et les 2 images de droite sont à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, mais dans le service psychiatrique de l'hôpital, donc qui réunit à la fois des gens un peu déprimés par leur passage à l'acte, par leur détention, ou simplement fous et en attente de jugement, ou fous mais déclarés quand même coupables. Et pour la petite histoire, on avait envoyé 3 des affiches réalisées par les détenus au Festival de l'affiche de Chaumont, et 2 d'entre elles ont été retenues et font partie maintenant du fond du festival et ont été montrées au même titre que les autres, au même niveau que les autres. La chose intéressante dans cette anecdote est que les détenus n'ont pas le droit de représentation une fois incarcérés. On a envoyé ces images à notre nom en partenariat avec, je crois, les initiales des détenus. C'était les initiales ou le prénom, je ne sais plus. Ici, un atelier avec des enfants dans une exposition au musée des impressionnistes à Chatou, dont le commissariat avait été mené par Aurélien Maule, et dont l'exposition avait été dessinée en vue d'être photographiée par les enfants. Donc une fois les photographies établies, il s'agissait d'établir des protocoles qui permettaient soit de redresser les images avec les enfants, soit de regarder les sujets qui les avaient plus ou moins intéressés et de compiler tout ça dans un ouvrage. Donc ici, la fameuse vue d'exposition de l'exposition sur un collectif de graphistes, Grapus. Donc on a fait, c'est une partie de notre enseignement à l'ESAD d'Amiens,
où on a intervenu 2 fois 6 mois. Donc les premiers 6 mois sont déroulés sous forme de workshop avec l'ambition de faire une exposition sur le travail de Grappus, mais sans aucun original de leur travail. Et donc c'est à chaque fois des citations ou des points de vue et des prises de position sur leurs images. Très bien. Avec, entre autres, M&M et Jean-Marc Ballet dans l'exposition. Avec 2 contributions, oui, de Mathias et Michael, de M&M et de Jean-Marc Ballet à l'exposition. Donc nous cherchons actuellement un poste d'enseignant ou des interventions sérieuses. Pourquoi sérieuses? Nous cherchons un poste avec de réelles ambitions pédagogiques, de réels moyens financiers, de réelles intentions de projet à terme en termes de pédagogie, chose qui nous paraît aujourd'hui impossible. Pour ça qu'on ne souhaite pas non plus s'investir ni candidater à d'autres postes. Mais si jamais vous entendez parler, vous êtes les bienvenus pour nous en parler. Tous les projets qu'on regarde et qu'on regardera après ont de manière assez récurrente un intérêt pour les questions de circulation des images, pour les questions d'impression et les questions de reproduction. On a regroupé un peu tout ça dans un corpus, puisque c'est aussi l'objet de recherches un peu sur le long terme. Ici, une exposition qu'on a présentée au Festival du graphisme de Chaumont l'année dernière, qui était découpée en 3 parties. La première partie, un projet de recherche appelé Taylor, financé par le CNAP, qui s'intéressait à regarder et investir les lieux industriels qui utilisent des techniques d'impression, mais très peu souvent pensées par des graphistes, mais plutôt subies et utilisées à très bon escient, mais en tout cas peu re-questionné. Il s'agissait donc d'investir des lieux qui imprimaient des panneaux de signalisation, des lieux, des techniques d'impression, on en parlait tout à l'heure, qui est cette petite machine jet d'encre portative, qui permet exactement comme une machine jet d'encre de bureau d'imprimer des supports, mais de manière mobile, c'est-à-dire qu'on a des rouleaux et vous pouvez, comme une perceuse, la machine fait la taille d'une perceuse et on peut la faire rouler sur un mur. La particularité étant que la buse fait 12,7 mm de haut et la capacité d'impression est de 7 mètres de long. Donc ce qui nous a conduit à dessiner à chaque fois des caractères, soit qui n'avaient pas de montante, pas de descendante justement. Celui-ci, soit des caractères qui, eux, s'imprimaient de bas en haut, mais dans ce cas-là, lettre par lettre. Ici, c'est une simulation, on ne peut jamais arriver à imprimer de manière précise, à caler en tout cas différentes impressions successives sur cette machine. On le voit ici. On avait imprimé quelques lettres sur la scénographie de l'exposition. Investir aussi des lieux qui utilisaient une technique dont maintenant beaucoup de gens ont entendu parler, mais à l'époque un peu moins, qui s'appelle le Water Transfer Printing. C'est une technique qui permet de déposer des effets de surface sur des matériaux déjà en 3 dimensions. On les déforme pas après les avoir imprimés, mais on les imprime après les avoir embossés ou thermoformés, etc. Ce qui nous intéressait était la citation de tous ces logiciels 3D, vous dessinez votre forme en 3D, vous pouvez lui appliquer à peu près n'importe quel effet de texture. En l'occurrence ici, on thermoformait des parpaings cassés, on leur imprimait des textures de marbre. On a fait pareil avec de l'eau, du bois sur du bois ou de l'eau sur du bois, où on a thermoformé des tissus, on leur a mis de l'eau, etc. Deuxième partie de l'exposition consacrée à l'artiste Mathieu Lorette, dont la première œuvre a été une apparition télévisée à Tournée Manège, dont vous voyez une reproduction ici. Et dont on a fait du coup la première exposition rétrospective, mais uniquement imprimée sur des objets personnalisables et imprimables à la demande sur Internet. Donc l'exposition était constituée de 66 objets, tous sur chacun desquels était imprimée une reproduction de son travail, un passage télévisuel, une vue d'exposition. Donc on passe par des manettes de PlayStation, des mugs, des bougies, des housses de téléphone, des rideaux de douche, des assiettes, des médailles. Skateboard. Aussi un skateboard. Plein d'objets assez incongrus. Vous pouvez aller sur Internet, il y a énormément de choses à faire. Un bob. Donc ça, c'est une vue plus générale de l'exposition. Dans cette
dans cette idée, en tout cas ce qui nous intéressait ici, dans cette exposition, était comment montrer le travail d'un graphiste sans en faire un catalogue, ni en faire une exposition rétrospective. Ici, on est vraiment entre les deux, un petit peu comme le travail de Juliana Zefferi, où on imprimait sur des rideaux. On a un display, on a une scénographie, mais ce ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des repros, ce ne sont pas que des repros, mais ce sont un tout petit peu des œuvres. En tout cas, on n'est pas fixé sur le statut de ces objets, mais ils peuvent témoigner d'un travail vieux de 20 ans. Dans cette question de reproduction du travail, on a un projet que l'on souhaiterait développer aujourd'hui avec l'artiste Bruno Penado, avec qui on a, à vrai dire, très peu discuté, mais on aimerait bien le travailler avec lui, qui serait la suite, en tout cas on l'a proposé à l'époque, en tout cas cette année à nos étudiants comme sujet de travail, c'est d'établir une liste exhaustive, je dis bien exhaustive, de tous les moyens de captation numérique existants. Je répète exhaustive puisque évidemment on ne peut pas établir une liste exhaustive de tous ces moyens puisque à chaque fois, tous les jours ils deviennent obsolètes et tous les jours de nouveaux se créent. On peut passer du premier téléphone portable qui prend des photos au microscope nucléaire en passant par le satellite. L'idée étant de pouvoir reproduire une seule œuvre d'un artiste à partir de tous ces objets. Que cette œuvre ne soit jamais montrée et que seules ces reproductions soient montrées. En fait, l'idée, c'est de demander à Bruno Penado de nous donner une œuvre qu'il accepte qu'elle soit jamais montrée, mais qu'on envoie uniquement les reproductions faites par tous ces moyens de captation numérique. Pour reparler un petit peu de photographie et d'impression, ici la troisième partie de l'exposition Taylor, Mathieu et Ricardo, la partie Ricardo, financée par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, qui s'intéressait à s'emparer des 55 000 photos d'exposition du photographe et artiste Aurélien Maule, photographe, artiste, commissaire, enseignant, écrivain, personne à multiples pratiques. En tout cas, on s'est emparé de ces 55 000 photos afin d'en récolter quelques-unes pour produire 3 modèles de posters, chacun avec un intérêt particulier. Le premier étant focalisé sur les éclairages artificiels d'espaces d'exposition, le deuxième mettant en scène des œuvres orange et vertes, et le troisième mettant en scène des textures très fines, des brillances, des effets de matière. Qui sont à chaque fois des choses très difficiles à imprimer et à chaque fois assez imprévisibles. C'est-à-dire qu'une couleur verte, vous ne saurez jamais réellement comment elle va sortir, de même pour le orange et de même pour les éclairages, enfin en fait pour tout ce qu'on... D'où la nécessité généralement d'aller au calage lorsqu'on imprime quelque chose chez un imprimeur. On s'est dit, ok, nous on va pas au calage. On passe commande à 5 imprimeurs qui impriment pour pas cher des posters. On envoie 3 modèles de format 40-60 avec la nécessité d'avoir le même papier, un coucher brillant 150 grammes, facile à imprimer. On demande à chaque fois à ces imprimeurs de nous imprimer 250 exemplaires de ces 3 posters. On les envoie en Lituanie, en Italie, en Belgique, en Chine et en Bulgarie. Et on compare ces résultats. Ces résultats sont très différents. Le prix n'a pas d'influence particulière, la qualité change. Il y a simplement les Chinois qui n'ont pas compris le grammage du papier, mais c'est ça. Et l'idée était, dans la présentation, de mettre en comparaison, de la même manière qu'on peut le faire chez un imprimeur, toutes les suites de ces images, là où les différences se créent. Ici, on voit ici, c'est assez typique des imprimeurs belges chez qui on a imprimé, que l'impression est un peu plus magenta. Donc on voit à chaque endroit les différences légères qui se forment. Deuxième rapport aux imprimeurs étrangers, on a découvert il y a quelque temps un objet qui s'appelle le bulletin officiel des imprimeurs, qui fédérait à l'époque différents imprimeurs français, une grande somme d'imprimeurs français, à montrer leur savoir-faire dans un seul ouvrage qui circule entre imprimeurs, mais aussi entre clients. Certains imprimeurs à l'époque étaient spécialisés dans la reproduction d'étiquettes de vin, d'autres dans la reproduction de tableaux, d'autres dans l'héliographie, d'autres dans la gravure. Donc avec des principes et des procédés assez différents et des rapports aussi aux commandes très différentes. La photographie pouvait être produite avec
de nombreuses techniques d'impression, et ont compilé toutes ces choses dans un seul et même ouvrage. L'idée aujourd'hui serait de citer cet ouvrage, en tout cas l'utiliser, afin de créer un almanach des imprimeurs européens, de pouvoir visiter un nombre important d'imprimeurs européens en fonction de leurs spécificités, de pouvoir leur proposer aussi de montrer des choses dont ils sont fiers, dont ils ont envie de parler, que ce soit en termes de technique d'impression, en termes de façonnage, en termes de spécialité, puisque il y a aussi beaucoup d'imprimeurs qui utilisent ou qui travaillent sur des encres très particulières. On découvrait très récemment, à côté de la Villa du Parc, centre d'art pour lequel on travaille, un imprimeur qui est spécialisé dans des encres pour emballage de cigarettes, emballage de saucisses, de gros saucissons en plastique, mais qui sont des encres à effet très particulières et qui ont la spécificité de pouvoir se déformer, de pouvoir être embossées, etc. Donc il y a un panel de choses à montrer, déjà en France, mais au point de vue européen, assez riche. L'idée étant pour l'instant d'imprimer des premières feuilles, des premières planches en facsimilé de tous ces scans que l'on a fait et de surimprimer les techniques particulières de ces imprimeurs sur ces feuilles. Toujours une question d'encre ici, une participation à une exposition qui s'appelait l'usage des formes, dont le commissariat a été fait par Galien Desjans au Palais de Tokyo. Ici, c'était l'entrée de l'exposition, donc l'usage des formes, l'affiche avec le titre typographié, mais typographié à l'envers, puisqu'il s'agissait en fait de la citation d'un néon vu de l'intérieur, puisque on nous proposait dans cette exposition de mettre en avant le travail de l'artisan, donc de travailler avec en collaboration. Abiola, qui était Abiola Fatai, néoniste. c'est ça. Donc on y a produit 3 projets, chacun avec un artisan différent. Ici donc, on nous demandait, on s'attendait vraiment à travailler avec un néoniste qui du fait de sa grande qualité, pourrait nous faire des formes incroyables. Ici, on lui a demandé de faire des tubes droits avec juste un petit coude en haut. Ici, un travail de 6 plaques de marbre. Réalisé avec Franck Jalot, du coup, qui fait de la gravure lapidaire. Réalisé et gravé, oui, à la main par Franck Jalot. Ici, un travail d'une petite collection qui était une collection de livres emblématiques de l'exposition, qui était très chère à Galien Desjans et qui souhaitait absolument les mettre ensemble. Sauf que la moitié des couvertures étaient affreuses. Une était bien dessinée par Pierre Faucheux, mais on lui a proposé du coup de faire des écussons ou des étiquettes de bibliothèque, mais en cuir doré à chaud. Pour le coup, avec un artisan plutôt de mauvaise foi, mais a priori de bonne qualité, mais ce qu'on n'a pas trouvé. Et problème de tous ces projets qu'on vous a montrés, mais problème propre aussi à beaucoup de gens, tous ces projets, on les stocke dans notre atelier. Ici, par exemple, c'est l'exposition Mathieu Laurette, qu'on vous montrait tout à l'heure, les 66 objets personnalisables en ligne. Alors là-dedans, il doit y avoir au moins une boîte de chocolat personnalisée qui doit... Elle a peut-être été mangée par les souris, on a quelques problèmes. Mais le problème de notre travail aujourd'hui est que nous sommes graphistes, nous faisons des commandes, nous mettons les mêmes exigences et les mêmes intérêts dans des projets de commande que dans des projets d'exposition, ou des projets un peu plus aventureux comme ici l'exposition de Mathieu Laurette. Mais n'ayant pas de galerie ou ne participant qu'à des expositions qui ne permettent pas de vendre, d'un point de vue financier c'est compliqué, mais notamment d'un point de vue logistique c'est très compliqué, puisqu'à chaque fois qu'on produit un objet on est obligé de le ranger. Alors mon père de son vivant menaçait de jeter mon travail de diplôme, qui était constitué de 2500 posters qui traînaient dans son salon. Mes parents se retrouvent avec des néons dans leur garage. Et du coup, ce que l'on propose, ce que l'on a envie de proposer, c'est d'avoir un lieu avec une communication assez solide pour pouvoir organiser ce qu'on envisage comme une brocante. C'est-à-dire de vendre à peu près 10 sculptures en plastique thermoformé imprimées, 2 panneaux de signalisation routière, 66 objets imprimés et personnalisés en ligne, 3500 posters 40-60, 6 plaques de marbre sérigraphiées, 10 posters 120-176 sérigraphiés une couleur, une vidéo 2 minutes, 200 feuilles de papier recyclé 40 par 60 en 300 grammes, vendu, attention, en ramette de 50 feuilles, 5 livres avec écusson de cuir doré à chaud, un toucan et une étagère. Oui, parce que avec les livres, les étiquettes, il y a la petite étagère et le toucan pour décorer. Pour l'instant, il décore bien l'atelier, donc ça, on ne sait pas si on va vraiment le vendre. 20 posters aquarellables, 5 livres avec couverture embordée, 2 triages de jardin, un stock d'affiches par syndicat
et finalement 30 livres de collection, puisque des fois on achète des livres pas trop chers en se disant oui super, ils vont valoir très cher après, et on pourrait aujourd'hui aussi les vendre et se faire un peu de sous avec. L'idée, plus que de se faire de l'argent avec la brocante, c'est aussi de continuer à faire en sorte que ces objets soient diffusés et une vie autre que d'être stockés dans notre atelier et même nous, on n'en profite pas en fait du coup. Que ces objets circulent. D'ailleurs, je nous tire un peu une balle dans le pied dans le très bel ouvrage édité par Tombolo Press, dont le lancement est actuellement à la bibliothèque Kandinsky, dont Christophe Lemaître est l'auteur, mais avec qui vous pourrez boire des coups si vous nous suivez tout à l'heure. Il est question de ces questions de circulation, notamment à un moment où un artiste utilise une super sculpture 20 ans après comme meuble dans lequel il range des conserves dans sa cuisine, quoi. Et c'est vrai que c'est triste, on n'a pas envie que les panneaux de signalisation deviennent des plateaux de table quand on sera plus vieux, ou les filer à nos enfants ados hippies Même pour si on faire nous l'a des plateaux de proposé table. déjà. Alors Empire enfin, par syndicat. Ouais, la 5e partie. On a donc il y a quelques années monté Tombolo Press avec Thierry Chancogne, monté, animé et dessiné la majeure partie des ouvrages à l'époque. Et du fait de nos activités différentes, on a voulu aussi préciser les activités d'édition autour des activités de syndicat. De projets qui nous intéressaient nous personnellement, de projets qui intéressaient les personnes avec qui on collabore. Et pour ça, on a décidé de monter une maison d'édition qui s'intitule Empire. Puisqu'on s'appelait syndicat, on voulait s'appeler autrement que quelque chose Un nom un peu plus ambitieux. de plus modeste, voilà. Et donc le premier catalogue et le premier livre dont on va vous parler, c'est une publication pour laquelle on a fait une demande d'aide à l'édition de la part au CNAP en janvier dernier, qu'on a eu la chance d'avoir. Donc c'est un catalogue qui revient sur la saison 2014-2015 de la Villa du Parc, qui était la saison qui s'intéressait aux artistes iconographes. Et donc c'est un catalogue qui va réunir des textes français et anglais, c'est-à-dire qu'il y a des textes anglais qu'on va traduire en français, des textes français qu'on va traduire en anglais, de Garance Chabert et Aurélien Maule, qui étaient le commissaire de cette saison, de François Aubard, de Ludwig Seifert. Et d'un autre auteur. Ce qui est intéressant, c'est l'idée de cette publication est de revenir aussi sur des textes qu'ont produits les commissaires Garance Chabert et Aurélien Maule il y a quelques années, et de pouvoir voir comment cette génération d'artistes qui utilisent les images, que ce soit les images en constellation, les images en ligne, comment cette génération a passé aussi les questions de reproduction, de photographie de leurs pièces, puisque aujourd'hui on fait des photographies pour Internet, mais on fait aussi de manière différente des photographies pour des livres. Donc il y a tout ce rapport à l'image, à sa reproduction et à sa circulation qui sera intéressant dans cet ouvrage. Il est à sortir pour le début de l'année. On est en train de terminer une publication avec Étienne Hervy et la FNAGP pour le commissariat de l'exposition Ne te retourne pas, qui avait lieu cet été. Un petit peu avant l'été, il s'agit de revenir sur l'exposition en surimprimant des objets qui étaient présents de manière très discrète dans l'exposition et qui s'intéressaient à regarder la qualité des possibilités de trame par l'impression en ligne. On a soumis à Internet différentes qualités d'images tramées qui sont revenues de qualités encore très très différentes. Payé par la pub. Payé par la pub, c'est un projet qu'on a dans les cartons depuis 7 ans au moins, qui s'intéresserait un petit peu de la même manière qu'aujourd'hui on peut lire 20 minutes, on peut lire direct, je sais plus quoi, dans le métro. Tous ces ouvrages sont pas gratuits évidemment, parce que tout ce qui est gratuit, il y a quelqu'un qui le paye. On s'est dit qu'on pourrait aussi envisager, dans ces temps où on nous dit que faire des bouquins ça coûte cher, plutôt que de mettre des logos énormes de producteurs cachés dans des recoins de pages, on pourrait se permettre d'éditer et de diffuser des écrits. Alors aujourd'hui, on n'est pas arrêté sur le style d'écrit, mais plutôt des écrits grand public qui pourraient être animés en leur cœur de publicités liées à leur contenu. Exactement comme l'Internet, vous pouvez, une fois qu'on vous parle de téléphone ou de rap français, vous pouvez avoir un lien vers ce fameux site de rap français qui, je ne sais pas s'il existe encore, puisque
de croquis date, qui était très intéressant à l'époque. On peut avoir des pubs pour des casinos en ligne, évidemment. Ici, un travail dont on a soumis un dossier au CNAP aussi assez récemment, un projet très ambitieux d'un artiste qui s'appelle Jonathan Winnicki, qui propose de revenir sur 13 ateliers d'artistes, tous quasiment vivants, et de documenter, de réanimer ces ateliers par l'intervention textuelle d'un grand nombre d'auteurs et par l'intervention visuelle d'un grand nombre de contributeurs visuels, d'artistes qui travaillent plutôt des formats de sculpture, d'illustrateurs, d'architectes aussi, par le biais de maquettes, de scénographes, de faire œuvrer plus d'une trentaine de collaborateurs. On vous passera les noms. On peut passer les noms de tous ces collaborateurs puisque ça va être un peu. Et l'idée aussi, c'est que ce livre à la fin citera les catalogues d'images. Vous connaissez tous les catalogues Panini, mais avant les catalogues Panini existaient au Bon Marché ou par les Rocher-Suchard, par exemple, des catalogues de vignettes autour de familles d'animaux et de noms d'animaux, qui étaient des vignettes à collectionner et à coller dans un support. Ici, cet ouvrage qui documentera ces 13 ateliers d'artistes sera composé de 400 vignettes, toutes à coller à la main, mais l'objet sera vendu déjà collé. C'est-à-dire que si on a 400 vignettes et 500 ouvrages, on a 20 000 vignettes à coller dans 164 pages pour le moment, non 240 pages pour le moment, lors d'une performance à la Villa Vassiliev, pour l'instant arrêtée. Si vous avez du temps à perdre. Et fixée. Donc ces différents ateliers d'artistes sont documentés par des approches très différentes. Ici, un scan d'un atelier. Ici, un croquis de Bruno Munari ou de Léo Lionni. On ne sait pas, mais c'est la partie qui s'intéresse à Bruno Munari et Lionni. Ici, une pièce un dépôt de peinture photographié dans l'atelier de Orion. Il s'agit à chaque fois d'investir vraiment les lieux, d'en récupérer des archives, des espèces de reliques, d'investir le lieu de manière très différente. L'idée de ce livre, c'est pas de faire un objet documentaire sur les ateliers, mais bien d'apporter un nouveau récit et des nouveaux points de vue sur les artistes et leurs ateliers. C'est un objet très particulier, un sujet très particulier, mais qu'on a hâte de pouvoir un jour mettre en œuvre. On est toujours très surpris par toutes ces planches Ikea qu'on voit sur les arbres. Notre atelier est dans le 18e, et c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, et dans le 18e. Et l'intention serait ici de pouvoir récupérer et recycler ces planches en tant que telles, pouvoir les redécouper, pouvoir en faire des panneaux à peu près viables, et d'inviter 3, 4, 5 designers à proposer des systèmes modulaires qui puissent établir des étagères, qui puissent établir du mobilier, mais de manière sérielle, en s'adaptant à tous ces formats d'objets que l'on peut trouver dans la rue. Des largeurs très particulières, des épaisseurs très très fines. Et l'idée serait de vraiment créer un événement ou un moment où on puisse éprouver et monter ces objets. Stanley Brown par ses cartons d'invitation. Lorsqu'on était à la bibliothèque Kandinsky, on a eu la chance de découvrir la communication des expositions monographiques de l'artiste Stanley Brown qui s'intéresse à la performance. C'est un artiste qui a la particularité de refuser qu'on écrive sur lui et de refuser qu'on fasse des photos, qu'on fasse des vues d'exposition de son travail. Donc en fait, il n'y a aucun écrit ni aucune image qui circule sur Stanley Brown. Et c'est quelqu'un qui aussi est très exigeant sur sa communication et sur les cartons d'invitation. C'est des choses qu'on a remarquées au fur et à mesure. C'est que, par exemple, en 1977, il était un peu moins regardant, mais au fur et à mesure, il imposait à tous les lieux qu'il exposait d'utiliser l'Helvetica, un même corps, je ne sais plus exactement, mais de n'utiliser aussi aucune capitale. Et donc, c'est quelque chose d'assez fort. Et donc, l'idée, c'est que comme on ne peut pas écrire ni reproduire le travail de l'artiste, on va faire une expographie
de son travail à partir uniquement des cartons d'invitation pour ces expositions monographiques. Donc aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui pourrait nous fournir de manière précise et certaine l'expographie de Stanley Brown, afin de pouvoir redessiner ces cartons et redessiner les cartons que l'on n'a pas, puisqu'on a accès aussi à d'autres fonds qui peuvent documenter un certain nombre, mais afin de les organiser et de proposer une expographie assez complète et formellement aussi fantasmée de son travail. C'est un artiste qu'on a commencé à découvrir aussi pendant l'exposition des 25 ans des Magiciens de la Terre, notamment dans le catalogue, enfin ça nous a assez surpris, dans le catalogue d'exposition initiale, c'était la seule double page complètement blanche avec juste écrit Stanley Brown au milieu. Comme il voulait pas de reproduction de son travail ni aucun texte, c'était sa réponse et du coup c'était assez impressionnant. Alors, une revue sur le graphisme. Depuis la petite vidéo qu'on vous montrait d'un workshop qu'on avait initié à Nancy avec Aurélien Moll et Étienne Hervy. Sur l'affiche du Secours populaire français. On a envie depuis quelque temps de regarder le graphisme et de pouvoir établir un objet critique. À l'époque, c'était un objet vidéo et de plus en plus... Pas spécialement pour pouvoir lutter contre Internet, mais afin de pouvoir aussi avoir un rapport à l'objet imprimé, chose qui nous intéresse. On souhaite monter une revue qui s'intitulerait Faire F-A-I-R-E, comme faire des choses, faire des images, faire des livres, faire des affiches, et qui pourrait regarder et critiquer des sujets uniques, mais des sujets aussi tentaculaires, c'est-à-dire que ces sujets puissent à un moment donner lieu à l'intervention d'autres projets. On travaille aujourd'hui sur un format envisagé d'un objet A4 de 16 pages qui sortirait tous les 15 jours, mené par 2 auteurs, Thierry Chancogne et Étienne Hervy. Donc il s'agit de traiter un sujet par un auteur dans un objet à la fois, de manière très régulière. Et l'avantage, en tout cas la volonté aussi de faire une revue papier, c'est de pouvoir préciser, être beaucoup plus précis et beaucoup plus long, justement dans les descriptions et dans l'analyse des travaux, des sujets choisis. La deuxième idée étant que plutôt qu'un regard critique à distance, recevoir un livre que l'on va commenter et établir une critique à distance, à chaque fois, les auteurs des textes, Chancogne ou Hervy, se rendent dans le lieu, dans le studio, en l'occurrence ici chez Mavis et Vanderson, pour le deuxième sujet chez Philippe Millot, qu'on vous montrera après, et établissent des entretiens qui sont des bases à cette publication. Ces entretiens pourraient aussi, on imagine aussi, pouvoir publier aussi ces entretiens par la suite. On travaille actuellement sur 2 numéros 0, afin, et pour nous en tant qu'éditeur et pour nous en tant que graphiste, puisqu'on souhaite en faire le graphisme, et pour les auteurs aussi, Étienne et Thierry, regarder des méthodes de travail, des formats, des économies, et pouvoir aussi dégager des financements autour de ces 2 numéros 0, puisque le problème central aujourd'hui est de trouver de l'argent, puisque vous l'aurez compris, Empire n'en est pas encore un vraiment, ou un empire pas très très riche. Le premier objet du numéro 0 est le catalogue Recollected Works de Mavis et Vanderson, qui revient sur leur travail de graphiste au sein d'un objet assez épais de plus de 200 pages et qui nous propose des assemblages très frontaux de l'ensemble de leurs travaux que l'on ne voit jamais en entier et qui finalement nous liste des formes, nous liste des images, nous liste des sujets, des rapports à la typographie. Ce qui est assez particulier, c'est que Mavis et Vanderson sont des gens très peu sur le devant de la scène. Si on les compare peut-être, je sais pas, à Experimental Jet Set,
Experimental Jet Set donnent des conférences partout, sont présents partout et ont un plaisir de la scène, ont un plaisir de la démonstration et du regard de leur travail. Mavis et Anderson, pour le coup, sont très discrets et vous prouvent presque, en tout cas on en parlait lors de notre rencontre, presque un refus de montrer, en tout cas, et ce qu'on répondait récemment à une interview, on répondait aussi qu'on comprenait cette forme, puisque c'est pas à nous non plus de regarder notre propre travail et de le commenter. On leur propose à ce moment-là de faire un ouvrage monographique, et finalement, ils en font un ouvrage qui ne documente quasiment rien de manière scientifique ou pour des chercheurs, mais qui établissent une somme très conséquente, une somme numérotée en plus de ça et légendée à la suite, mais qui vous invite à aller ailleurs. C'est pour ça qu'on trouve pour cette revue ce projet intéressant, puisqu'il devient tentaculaire dans le sens où on peut à partir de ça aller regarder un ensemble de projets arrêtés à l'époque en 2005, puisque l'objet est arrêté en 2005, un ensemble de projets qui en découleront, avec lesquels on peut avoir des échos, ce qui permet d'avoir un travail assez riche. On insiste sur l'aspect tentaculaire, tant il peut être historique, qui peut regarder la carrière générale d'un graphiste ou d'un studio de graphisme. En tout cas, c'est une volonté de cette revue. On souhaite aussi aborder des sujets assez différents qui pourraient être aussi qui pourraient s'intéresser aux expositions, mais aussi à la typographie. La qualité et l'avantage, un petit peu comme les fiches Atlas dans les classeurs sur les dinosaures ou sur les plantes, étaient fabriqués. C'est qu'une fois qu'on fait des objets de petit format avec peu de pages, on peut se permettre d'avoir des sujets traités très hétéroclites et de pouvoir aller assez loin dans cet objet. Ce qui a été aussi assez intéressant pour nous dans ce catalogue, c'est leur façon de traiter des formats dans un format. C'est-à-dire que comment on traite un livre dans un livre, comment on reproduit un livre, un carton d'invitation dans un livre. C'est toujours des choses assez compliquées à faire et on trouve qu'ils s'en sortent très bien. Même hyper bien. Et ça regarde le problème résolu ou non, je ne sais pas, de cette revue, et que c'est un livre d'objets de graphisme par des graphistes. Chose assez ardue, puisqu'on essaye aussi de faire une revue sur des graphistes, éditée par des graphistes, etc. Donc il y a plein de questions qui se posent dans ces questions aussi de documentation. Comment est-ce qu'on va reproduire des objets montrés, enfin des objets dans cet ouvrage? On souhaite aussi établir nous-mêmes, en tout cas dessiner la direction des photographies et pouvoir la partager avec les personnes chez qui on se rendrait. Deuxième sujet, Philippe Millot. C'est pas un autoportrait, c'est juste une quatrième de couverture qui apparaît sur la collection Rouge-Gorge, une partie des éditions 100 pages. Ce qui nous intéresse ici, c'est la capacité assez incroyable qu'a Philippe Millot à faire collection. Faire collection, c'est-à-dire faire en sorte que des ouvrages se fassent écho par leur couleur, par leur contenu, par leur format, qui à des moments rebondit sur l'un, sur l'autre. C'est par l'ensemble du rapport qu'il a, je parlais de format tout à l'heure, ici, un rectangle d'empagement qui cite un autre ouvrage, par son travail typographique, évidemment, mais ça paraît assez normé de le dire, à son rapport à l'histoire, puisqu'on peut regarder assez précisément le Club du Livre, et justement tout ça dans les matériaux du livre, puisque c'est quelqu'un qui manie assez intelligemment, et c'est très rare aujourd'hui, les matériaux du livre, comme des matériaux de langage, de discours, qui permettent de mettre en scène des discours et qui permettent de mettre en scène des contenus. Chose aussi importante, c'est que Philippe Millot est quelqu'un qui lit des livres. Et ça, c'est quand même assez étonnant, puisque peu de gens lisent des livres, finalement, et connaît presque par cœur les sujets qu'il traite. Ce qui lui permet de rebondir, de faire des pics sur les sujets, de rebondir et de mettre en scène ces sujets de manière parfois très scientifique, parfois très brutale, et parfois aussi très tirée par les cheveux, finalement. Mais, parfois en citant de précédentes éditions, de précédentes impressions de ce même
du même ouvrage. Mais ce qui permet en tout cas d'en faire une collection très riche. Ce qui permet aussi, là on revient sur la revue et sur les potentialités de cette revue, ce qui permet aussi d'étendre ce rapport à la typographie, au format, aux matériaux du livre. Ici une page qui rend exemple d'à peu près tout ça, puisqu'on parle de format, de typographie et de matériaux du livre, puisqu'on a en bas à droite un coucher brillant, la grande page 1.9.7. Ici une toile de Duchamp imprimée sur un papier toilé, évidemment, là c'est une toile, c'est ce qui paraît à peu près logique. On pourrait dans cette revue regarder aussi assez rapidement l'ampleur ou l'écho qu'a un sujet sur la pratique d'un graphiste. Finalement, la chose qui nous occupe beaucoup en ce moment est le premier ouvrage qui sort de notre maison d'édition, qui s'intéresse à rééditer la norme graphique de la NASA, dessinée en 1976, sur une idée originale de Quentin Schmerber, ici présent. Pas l'identité originale, hein. C'est Richard Dine et Bruce Blackburn. Quentin nous a à l'époque où on voulait vendre une norme qui nous avait été offerte par Pierre Bernard, offerte en tout cas, Pierre nous l'avait vidé sa bibliothèque et nous disait si vous voulez des livres, prenez-les. On était très fascinés par cette norme et puis à un moment on n'avait plus de sous, on s'est dit ouais cette norme effraie un peu la chronique, est-ce qu'on pourrait pas en tirer des sous? On a cherché à la vendre, on n'a pas trouvé de valeur commerciale à cet objet, puisqu'il n'en existe que 100 exemplaires et finalement Quentin a eu l'idée bienveillante et très intelligente de nous dire rééditez-le au minimum, vous ferez autant de sous qu'en la vendant. Cet objet est très intéressant en plus de sa rareté, puisqu'il regarde le graphisme, en tout cas il tente de le diffuser aux gens qui gèrent le graphisme à l'époque, à la fin des années 70 à la NASA, de diffuser dans tous les centres de la NASA un objet très brutal, très sommaire sur la manière d'établir des images, la manière d'utiliser des logotypes, des typographies, mais sans montrer d'histoire, en tout cas sans établir des histoires abracadabrantes comme aujourd'hui des agences pourraient vous faire rêver en vous parlant de couleurs, d'usages. On vous explique de manière très simple comment monter des images, comment utiliser ou ferrer ou non des textes. Surtout, c'est un ouvrage qui nous paraît assez exemplaire de comment on pense une identité graphique globale. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de le rééditer en noir et blanc, avec le nuancier qui revient sur toutes les couleurs utilisées, et de le rééditer à un prix qui est 20 € pour que tous les étudiants puissent avoir un objet d'étude intéressant à notre avis. Et surtout, chose qu'on a oublié, de le traduire. En fait, l'ouvrage est composé comme on le voit bien ici. L'ouvrage original était un classeur, donc des pages imprimées toutes, en tout cas seulement à leur recto. On a scanné le recto et verso de chaque page, le verso étant blanc, en vis-à-vis de la page de droite, la page de gauche accueille la traduction en rouge. La question du noir et blanc était économique, mais pas seulement, parce que finalement ça coûte aujourd'hui pas beaucoup plus cher de faire un livre en couleur, mais parce que la couleur n'est pas ce qui tient, en tout cas la norme, elle est présente dans certaines pages de la norme, mais c'est pas ce qui définit la norme au-delà du rouge NASA que l'on souhaitait garder. Et pour pouvoir conserver ces couleurs, on a quand même établi en marge de cet objet, un nuancier qui reprend exactement le format des nuanciers Pantone, qui reprend aussi les 5 tons directs, enfin les 4 tons directs utilisés dans la norme originale. Donc évidemment, vu qu'on cherche du travail, mais aussi on cherche de l'argent, le prix de vente est à 20 € et on peut le trouver sur le site empire.eu avec des tirets entre chaque, exactement comme Syndicat. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère qu'on n'a pas été trop long. Non, c'est bien, bien. À peine plus d'une heure. Et on va pouvoir donc, si ça intéresse des gens, sans doute rejoindre nos amis de Tombolo Presse près de la bibliothèque Kandinsky vers le centre Pompidou pour boire des coups. Sauf si quelqu'un a une question. On n'en demande pas forcément, hein, mais si on veut pas frustrer. Ok. Ah. Oh non.
Alors, la question était comment est-ce qu'on diffuse les livres d'Empire. C'est une très bonne question. À l'époque, quand on a fait Tombolo Press, on a fait l'ouvrage très étroit Orange, les artistes face au livre. On a fait le catalogue des expositions Monozucuri qu'on vous a pas montré ce soir. La monographie de Sarah Tritz. La monographie aussi de Sarah Tritz, qui sont des tirages en fait peu nombreux et qui serait dommage de donner à un diffuseur quand on a 500 exemplaires d'un ouvrage, de donner à un diffuseur qui va parfois diffuser maladroitement dans des lieux peu concernés par l'objet qu'on a et qui va pas ramener les ouvrages diffusés, ce serait un peu dommage. Ce qu'on a préféré faire à l'époque avec les ouvrages qu'on sortait au début de Tombolo, c'est d'établir au coup par coup des rapports avec des librairies, chose qui a plutôt bien marché puisqu'en France aujourd'hui Tombolo est très bien diffusé. Chose qu'on a utilisée évidemment avec Empire quand on s'est pas séparés, on a continué à faire des choses en les précisant un petit peu. On est toujours très copains, c'est pour ça qu'on se voit encore après. Mais par contre, de temps en temps, il y a des ouvrages qui, eux, nécessitent d'être diffusés par des structures plus importantes. D'une part parce que la diffusion est internationale. On parlait des artistes iconographes tout à l'heure. L'ouvrage théorique édité avec la Villa du Parc, lui, sera diffusé par les presses du réel, alors que, par exemple, celui de Jonathan Wininski aussi sera diffusé par les presses du réel, alors que la norme de la NASA, pour le coup, on voyait peu l'intérêt de la diffuser, enfin d'en faire d'une part un tirage énorme, et deuxièmement, on préfère faire des ventes en ligne. C'est aussi que pour la réédition de la norme graphique de la NASA, on avait l'impression de connaître plus ou moins les réseaux de diffusion d'un objet du graphisme, alors qu'un objet théorique de l'art contemporain, c'est des choses qui pas nous échappent, mais qui sont probablement un peu plus complexes, et profiter du réseau des presses du réel et de la diffusion, et même rien que du site internet des presses du réel est quelque chose d'assez précieux parfois. Voilà. Merci. Merci beaucoup.